Voilà, eh bien, on va démarrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9. Vous pouvez suivre aussi l'émission sur rfaradio.fr, donc par Internet. Et nous reprenons aujourd'hui la transmission directe sur Facebook. Nous vous prions de nous excuser pour les 2 dimanches derniers où des responsabilités différentes n'avaient pas permis qu'on organise le direct sur Facebook. Et là, nous reprenons les bonnes habitudes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes. Nous allons revenir sur la question de la liberté d'expression. Nous allons parler de la situation des planteurs de bananes en Martinique, des petits planteurs, et de l'implication dans le mouvement général que nous avons mené. Et en 3e lieu, nous allons jeter un regard sur l'évolution de la situation internationale. Donc, ce sont les 3 points qui seront abordés. Nous allons commencer par le premier, la liberté d'expression. Alors, nous avons dit que dimanche dernier, nous n'avons pas pu organiser le direct sur Facebook. Et par contre, nous avons fait l'émission sur Radio Fréquence Atlantique. Vous vous souvenez du premier point que j'avais développé concernant l'acte barbare qui avait été commis à Paris contre un professeur d'histoire-géographie. Je vais rappeler tout à l'heure rapidement les points que nous avons développés à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que pour essayer de tenir compte de la publication sur Facebook, le lendemain, le lundi donc, nous avons décidé de faire une émission en direct pour reprendre 2 points. Le premier étant cette exécution barbare et le deuxième étant la question des mesures anti-liberté, des mesures liberticides que le gouvernement français prenait au prétexte de lutter contre la pandémie. Donc, nous avons décidé de faire une émission Facebook en direct pour reprendre ces arguments que nous avions développés le dimanche sur la radio. Alors, première chose, c'est que en milieu d'émission, la retransmission a été coupée. Nous nous sommes demandé s'il s'agissait d'un problème lié à notre appareil ou pas, mais apparemment ce n'était pas le cas, puisque dans la soirée, celui qui sur le nom de qui est le compte Facebook a reçu un message lui disant que son compte était suspendu pour 3 jours à cause du contenu. Ça veut dire que ce que nous avons développé, que vous avez entendu sur la radio, et que nous reprenions sur Facebook, a valu une suspension de 3 jours au possesseur du compte. Manifestement, il s'agit là d'un abus fasciste, c'est une atteinte à la liberté d'expression, et qui nous rappelle, on fera le commentaire tout à l'heure, le rôle des multinationales dans le contrôle de l'opinion publique. Mais rappelons ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il fallait condamner absolument sans aucune sorte de faiblesse cet acte barbare, qu'il fallait rechercher les instigateurs, qu'il fallait poursuivre la lutte contre les gens qui développent des thèses obscurantistes. Nous avons d'autre part dit qu'il fallait dépasser l'émotion pour ne pas être manipulé par un gouvernement qui est responsable du développement de ces dérives-là, par sa politique guerrière, par le rejet instrumentalisé de l'immigration, etc., etc. Nous avons expliqué cela et nous avons expliqué qu'il s'agissait pour ce gouvernement d'instrumentaliser cet incident à des fins politiciennes, notamment de récupérer les voix d'extrême droite qui pourraient se porter sur Marine Le Pen au bénéfice de Macron. Nous avons expliqué que
dans la défense de la liberté d'expression, il ne fallait pas se tromper de cible. Parce qu'il y a des gens qui sont instrumentalisés, parce qu'ils ils ont une haine contre la société qui les a rejetés, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'analyser la situation, parce qu'ils se droguent, parce qu'ils sont tout à fait révoltés, et qu'il fallait rejeter ces actes, mais en traiter la cause par la question de l'éducation, de la justice sociale, par le maintien des politiques publiques qui sont refusées aux quartiers défavorisés. Et nous avons enfin insisté sur le fait que la liberté d'expression n'autorisait pas le fascisme. Nous avons rappelé que Charlie Hebdo, c'est un organe propagateur de racisme. Il a déjà publié une couverture disant que les Français deviennent aussi cons que des nègres. Il a déjà publié des caricatures de Taubira Delano, Christiane Taubira en singe. Et nous avons posé la question, si les chrétiens apprenaient qu'à l'école, un professeur avait montré les photos de Jésus-Christ, les fesses nues en l'air, est-ce qu'ils auraient accepté cela? Est-ce qu'ils auraient considéré comme de la liberté d'expression? Ou bien est-ce qu'ils auraient demandé un rappel à l'ordre vis-à-vis de ce professeur? Donc voilà le gros de ce qui était dit. Dans tout cela, qu'est-ce que nous voyons qui est terroriste, qui est une atteinte à la pensée humaine, pour que, au nom de la défense de la liberté d'expression, on interdise ce point de vue-là. Donc il est clair qu'il y a un contrôle dictatorial de l'information pour empêcher que les gens n'aient les moyens de comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, beaucoup de faits nous ont montré que l'argumentation que nous donnions vis-à-vis du gouvernement, concernant le gouvernement, était tout à fait valable. Quand M. Darmanin, ministre français, intervient pour dire qu'il est heurté de voir que dans des supermarchés, il y a des rayons, comment il dit, communautaristes, c'est de la maladie mentale ou bien c'est du fascisme assumé? Moi, je dis que c'est du fascisme assumé. C'est de la xénophobie assumée. Alors, vous imaginez que dans un supermarché, il y a un rayon produits chinois, pour la cuisine chinoise, produits martiniquais, produits, etc. Ça révolte ce monsieur Darmanin qui réfléchit à la façon d'interdire ça. Imagine-t-il aussi qu'il va interdire les rayons qui mettent les produits paysans du terroir français? Est-ce que ce n'est pas communautariste? Dans sa logique, ça devrait l'être. Donc, on voit à travers cet exemple qu'il y a vraiment une volonté de criminaliser l'étranger, l'autre, de façon à imposer le message fasciste national. Les caricatures ne sont pas la défense des caricatures n'est pas vraiment la motivation de ce gouvernement, puisque quand la CGT avait fait une caricature de la police massacrant des gilets jaunes, les responsables de la caricature, c'était de la CGT, ont été poursuivis devant la loi. Et la classe politique a dénoncé ça. On attente à l'honneur de notre police. Elle a quand même le droit de lancer des flashballs qui est bonne, de battre des gens sans qu'on fasse une caricature. C'est la République qui est attaquée. Donc, on voit bien qu'il y a manipulation et il faut comprendre que c'est l'objet principal de la lutte entre les classes dominées et les classes dominantes aujourd'hui. L'objet principal, c'est le contrôle de la connaissance et de l'information. Il faut comprendre absolument que ces réseaux sociaux qui appartiennent à des multinationales intoxiques et se voyant dépassés par la circulation de l'information vont de plus en plus vers la censure. Donc il nous faut réfléchir aux moyens
traditionnel et alternatif de maintenir le contact, de ne pas permettre que le couvre-feu, qui n'a absolument aucune efficacité, nous pouvons l'affirmer, sur le développement du coronavirus, puisque entre 22h et 6h du matin, c'est pas là qu'il y a des foules dans les rues, et que les endroits festifs sont contrôlés, les restaurants sont contrôlés, on peut s'assurer que les mesures barrières soient respectées. Hein? Les grandes fêtes extérieures sont interdites, donc le couvre-feu ne se justifie pas, c'est le moyen de maintenir la population sous domination, de développer un conditionnement pour qu'ils acceptent ou que tous acceptent les décisions gouvernementales que depuis le début de la pandémie, nous voyons souvent fondées sur le mensonge et l'incompétence. Donc, cette affaire doit nous montrer que de même que nous devons trouver des moyens alternatifs d'échanger, retourner à l'écrit, retourner au contact physique direct, avec les précautions, oui, d'accord. Mais contourner les mesures gouvernementales, c'est une exigence pour la lutte contre le système que nous voulons renverser. Le couvre-feu, ils peuvent le mettre. Hein. Les nazis avaient mis des couvre-feux. Ça n'a pas empêché à la résistance de s'organiser. Donc c'est ce point-là que je voulais développer en premier lieu. Et je veux passer à une question qui nous concerne plus particulièrement la Martinique, mais qui malgré tout est d'ordre universel. Cette semaine, les petits planteurs de bananes en Martinique se sont mobilisés. Alors, pourquoi ils se sont mobilisés? Parce que dans leur syndicat qui organise la commercialisation et la vente en leur nom, ils se rendent compte que l'administration est payée, que les frais sont payés, qu'ils travaillent toute une récolte, et puis que quand ils livrent leurs bananes, comme on dit en Martinique, ils ont été doués, ils sont déficitaires. Donc vous travaillez toute une année, la banane ça prend à peu près 9 mois pour être bonne à commercialiser, vous empaquetez, vous achetez du matériel chez la caste qui contrôle les grandes plantations, et puis on vous remet votre compte, vous avez des pistaches, ah ça c'est mal vendu, ah il y avait la concurrence de banane dollar, etc. Donc, ne pouvant plus vivre, les petits planteurs de bananes sont descendus, ils ont cerclé, ils ont dit non, nous voulons que ça change. Légitime révolte, d'accord, mais c'est surtout le moment que nous réfléchissions ensemble au sein du peuple martiniquais, donc ouvriers agricoles, petits planteurs et toutes les autres composantes de la société martiniquaise, qui est responsable de cette affaire? Qu'est-ce qui explique cette situation? Que des gens travaillent toute une année et puis qu'ils doivent. Mais premièrement, c'est l'extraversion de notre économie. Petits planteurs, vous devez admettre, et vous devez le savoir aussi, que quand vous n'êtes pas maître d'une filière, on vous dit de faire tant. Ce n'est pas vous qui fixez votre prix de vente. Vous avez des concurrents internationaux qui vous écrasent sur le marché des grandes multinationales de la banane. Comment peut-on imaginer que ce rouleau compresseur va partager les profits avec les petits planteurs de bananes martiniquais? Le système ne le permet pas. C'est un système ultralibéral, c'est un système de pillage, et ceux qui sont bas de l'échelle n'ont aucune sorte de possibilité de défendre leurs droits. Donc la première chose à dire, tout en maintenant la lutte pour ses revendications concernant son syndicat, la première chose à dire, c'est qu'il nous faut envisager le retour à une agriculture que nous contrôlons. Dans le système actuel, les petits planteurs ne contrôleront jamais le circuit et n'auront jamais de profit. Je rappelle pour l'histoire que les premiers à avoir fait de la banane en Martinique, c'étaient des petits planteurs avec leur famille. Ils portaient les régimes
au bord de la route, une camionnette bâchée, les prenaient, ils allaient faire la queue pour embarquer au port de Fort-de-France. Ils commençaient à avoir des bénéfices, ils arrivaient à vivre, à construire des maisons. À partir du moment où l'expérimentation était réussie et que la banane devenait rentable, la caste becquée a écrasé les petits planteurs, a planté massivement, a pris le marché, a créé des associations pour créer et pour recueillir toutes les subventions, pour avoir des lobbying en Europe pour donner les conditions de l'entrée des subventions. Et pour ceux qui restaient des petits planteurs, on a utilisé les regroupements coopératifs pour les obliger à acheter les intrants, les cartons, la ficelle des mains de la caste, qui évidemment avait la fixation des prix, et ce qui a instauré la dépendance dont les petits planteurs se plaignent aujourd'hui. Alors, ça c'est pour un point d'histoire. Mais maintenant, ces petits planteurs qui arrivent à plus ou moins survivre, ils sont utilisés comme comme moyen de pression pour que la caste engrange des subventions. Rappelez-vous l'occupation de l'aéroport où la caste avait parfois obligé les ouvriers agricoles à venir. Certains allaient parce qu'ils étaient trompés, mais bon, certains ont été obligés pour dire on veut tuer la banane, etc. Donc ces travailleurs qui peuvent venir. Donc les ouvriers agricoles à qui on obligeait de semer des produits toxiques, qu'on faisait travailler dans des conditions esclavagistes, on les emmenait sous l'aéroport. Les petits planteurs aussi, ouais, ils étaient au fond. Parmi les porte-paroles, il y avait des petits planteurs très actifs. Mais quand l'accord a été signé, ce n'est pas les petits planteurs qui sabraient le champagne depuis la France. Et quand les fonds sont arrivés, les bénéficiaires n'ont pas été les petits planteurs. Il faut tenir compte de ça. Il n'y a pas identité d'intérêt entre le petit planteur martiniquais et la caste des propriétaires fonciers becqués. C'est impossible. Il y a instrumentalisation des petits planteurs pour leur faire croire, mais oui, c'est nous-mêmes, nous c'est des planteurs, pour s'en servir comme des soldats qui se battent pour que les officiers remportent des galons. Alors, l'autre exemple qui peut montrer le caractère vicieux, pervers du système. Rappelons qu'après certains cyclones, quand les bananeraies étaient ravagées, l'État français votait des indemnités, des crédits à l'intention des planteurs. Les gros planteurs bananiers de la caste percevaient de l'argent. Mais les petits planteurs, qu'est-ce que vous receviez? Vous receviez des chèques. Vous receviez des bons pour aller prendre des produits sanitaires, des cartons ou de la ficelle dans les magasins de la caste. Nous pouvons croire après cela qu'il y a communauté d'intérêt entre le petit planteur martiniquais et les grands propriétaires membres de la caste? Non. Alors, oui, il faut faire la revendication pour que dans la situation actuelle, les revenus soient mieux partagés. Oui, il faut faire pression pour que dans la situation actuelle, des prix valables viennent récompenser votre travail dans les bananeraies. Encore qu'on n'oublie pas qu'on est dans un système ultra-libéral capitaliste et qu'ils ne vont pas lâcher. Mais en attendant, il faut mener la lutte pour obtenir ce qu'on peut obtenir. Mais quelle est la vraie solution? Petit planteur martiniquais. D'un côté, vous êtes écrasé, exploité, méprisé, truandé. Et de l'autre côté, vous avez votre terrain. Vous avez votre amour du travail. Vous avez votre force. Vous avez votre volonté de nourrir votre pays. C'est le moment d'accompagner le mouvement qui se développe en Martinique, où nous revendiquons ce que nous sommes, notre identité, notre culture, où nous voyons que suivre l'autre a empoisonné 92% de la population. Donc c'est le moment
de réorienter les terres pour l'autosuffisance alimentaire. C'est le moment de se battre aux côtés des ouvriers agricoles et du reste de la population pour exiger que l'État dépollue les terres et indemnise les petits planteurs, les marins pêcheurs, les ouvriers agricoles qui ont été victimes de l'empoisonnement. C'est le moment qu'il faut rallier cette lutte-là pour faire bloc dans le peuple martiniquais. Mais là où est votre avenir, c'est là où est l'avenir de la planète, dans tous les pays du monde. On se rend compte qu'il faut créer des circuits courts, ça veut dire qu'on consomme ce qui est chez soi, qu'on privilégie le travail pour satisfaire les besoins de la population dans laquelle on vit, et qu'on sorte des circuits colonialistes et néocolonialistes d'import-export pour satisfaire des besoins des métropoles. Qu'on arrive à comprendre que la question du transport par bateau, les voyages aériens, tout ça, contribue au changement climatique en la défaveur des habitants de la planète. Donc, c'est une réponse pour la planète, c'est une réponse pour notre population, mais c'est une réponse économiquement pour les petits planteurs martiniquais. De tout de suite, commencer la reconversion des terres pour faire des produits agricoles correspondant aux besoins de la Martinique, pour trouver des clients dans son quartier, dans les restaurants martiniquais, sur la base d'un engagement patriotique martiniquais. C'est le moment de planter le drapeau martiniquais sur les plantations, dans les commerces, dans les boutiques, pour dire, ici c'est martiniquais. Ici, c'est l'intérêt du peuple martiniquais. Alors, que les petits planteurs empointent cette direction, et ils verront que le gouvernement sera beaucoup plus favorable à lâcher quelques concessions pour ne pas perdre. Mais évidemment, on ne va pas se contenter de ces concessions-là. On va continuer la lutte pour développer une économie alternative en Martinique pour ensemble trouver des voies d'une agriculture responsable. Parce qu'il y a certains qui disent, ah, les petits planteurs sont aussi responsables que les gros béquets parce qu'ils ont mis aussi du poison. Et c'est eux qui étaient cassés, et puis ils font mieux. Et puis, pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'à l'école d'agriculture, on formait les enfants à dire l'agriculture c'est la canne, la banane et l'ananas. Pour que ça puisse être rentable, il faut mettre ceci, mettre cela et mettre cela. Dans les SICA, dans les coopératives, les grands-papas de l'autre bord qui sont supposés être ceux qui connaissent la science venaient dans les SICA faire de la formation. Ils venaient sur votre petit terrain pour dire « Ah, il faut mettre tel produit, telle quantité, et c'est cela, cela. » Donc, le petit planteur a été berné. Il y a un agriculteur américain qui vient d'obtenir 1 milliard d'indemnisation de la multinationale Monsanto. Agriculteur, pourquoi? Parce qu'il a mis le produit, on lui avait dit que c'était bon, que ça lui a donné le cancer. Mais le petit planteur martiniquais doit aller dans cette même logique. Vous êtes venus dire à nos enfants dans les écoles, vous avez envoyé des techniciens nous dire que c'est ce qu'il faut faire, nos sols sont pollués, nous ne pouvons pas travailler, eh bien c'est vous qui devez indemniser. Ce sont des gens qui sont victimes, comme les ouvriers agricoles, et c'est ensemble que nous devons lutter. Et il y a une volonté consciente du gouvernement français. Posez-vous la question, pourquoi a-t-on licencié, pourquoi a-t-on déplacé Philippe Aurore, qui était directeur du lycée agricole, pour mettre quelqu'un qui ne connaît pas l'agriculture martiniquaise traditionnelle, mais qui a été formé par leur école? C'est un exemple pour dire que notre peuple est victime, même quand des petits planteurs ont pu semer des pesticides, c'est comme des familles, des ouvriers peut-être, qui prenaient un peu de produits pour mettre chez eux, ou des gens qui faisaient leur jardin domestique, qui en prenaient. C'est de l'intoxication, c'est de la manipulation qui a conduit le peuple dans ce scandale sanitaire, et il faut nous rassembler pour pouvoir exiger réparation. Donc c'est un message vraiment
fraternelle que nous pouvons lancer aux petits planteurs, on nous semblait pour ça qui est responsable payer et puis pour autres payer nourrir peut autres qu'on autres qu'à nourrir en temps roubaix. C'était le deuxième point que nous voulions développer. Le troisième va concerner les questions internationales. Alors, je vais commencer par parler de la Bolivie. La Bolivie, c'est un pays d'Amérique centrale et dans lequel les mouvements populaires avaient pris une grande importance, que les indigènes avaient pu conduire, je parle des mouvements populaires, au point qu'aux élections présidentielles, pour la première fois de l'histoire de la région, un indigène arrivait à être président de la République. Evo Morales. Arrivé au pouvoir, Evo Morales et le mouvement vers le socialisme dont il était dirigeant a mis une politique qui consistait à récupérer les richesses naturelles du pays, les ressources qui permettaient d'avoir de l'argent, des financements, pour développer la santé, l'éducation, l'organisation des coopératives. Et le pays a fait un bond spectaculaire en très peu de temps. Le téléphérique qui permettait la circulation au-dessus de la capitale. Ça, c'était Evo Morales. La CIA, l'extrême droite bolivienne, avec la complicité de l'Union européenne et des autres pays impérialistes, a organisé un putsch à l'occasion des élections. Élection présidentielle, Evo Morales gagne. Mensongèrement, la, entre guillemets, communauté internationale décide qu'il y a eu des fraudes, etc. Quelques subversifs s'agitent dans la rue. L'armée qui soutenait les classes dominantes commence à tirer sur le peuple. Pour éviter un bain de sang, Evo Morales accepte de démissionner, de partir du pays. À l'heure actuelle, il est en Argentine. Une fois arrivé au pouvoir, les putschistes ont commencé une politique raciste, humiliante à l'égard des indigènes, à qui ils interdisaient même de porter leur drapeau, leurs vêtements. Et puis, répression, parce que le peuple s'est révolté, la majeure partie était pour le gouvernement. Envoyer l'armée tuer, faire des massacres dans certains villages, persécuter tous les dirigeants des syndicats et du MAS, du mouvement pour vers le socialisme, les mettre en prison, saisir leur compte. Repousser les élections présidentielles 3 fois, puisque c'était soi-disant un gouvernement intérimaire. Finalement, ils ont été obligés de faire des élections présidentielles. Mais les impérialistes, les proches, ont envoyé des observateurs, de même qu'il y avait des observateurs progressistes aux élections, croyant pouvoir manipuler. Des pressions, des manœuvres ont été faites pour chasser, pour interdire le travail des observateurs de gauche, donc pour qu'ils puissent magouiller. Malgré ça, malgré les incidents qui se sont faits pendant le scrutin, par exemple des militaires qui essayaient de partir avec des urnes dans des régions où ils savaient que le MAS était largement majoritaire. La population les a interceptés et contraints à ramener les urnes. Certaines autres régions n'ont pas reçu les bulletins dans les villages où les bulletins de vote dans les villages où on savait que le MAS était largement majoritaire. Malgré tout cela, le candidat du MAS passe au premier tour. Donc, ils ne peuvent pas, les Occidentaux ou les observateurs, ne peuvent pas dire qu'il y avait manœuvre électorale, fraude électorale. Ils ont été contraints de reconnaître. Alors, on pense que Evo Morales va bientôt rentrer dans son pays.
Mais là où je veux montrer la mauvaise voie des médias occidentaux aux autres. Premièrement, on a très peu parlé des résultats du retour du masque. Très, très, très peu. Quand on a essayé d'en parler, parfois, c'était de façon malhonnête. Et Arcé a gagné, mais c'est un socialiste, mais il est plus modéré qu'Evo Morales. Ce qui est un mensonge total parce que c'est un ancien ministre qui a défendu la nationalisation des terres et qui, dans son premier discours, a dit les erreurs que nous avions commises, c'est de ne pas nous être suffisamment appuyés sur les mouvements sociaux, les syndicats, etc., pour empêcher un putsch. Ce n'est pas plus modéré, c'est aussi révolutionnaire que Evo Morales. Alors, pourquoi on dit qu'il est plus modéré, etc. C'est pour essayer de tirer la honte en zéro, comme on dirait chez nous. Mais autre chose, on va commencer à jouer de la division. Un titre, Google, dans les médias, et Le Monde, etc. C'est pas Evo Morales qui est le chef, c'est moi qui vais diriger le pays. Donc, on laisse entendre qu'il y a une division entre, où on essaie de préparer, de créer une division entre Evo Morales et le nouveau président. Quand on se reporte à l'article en question, on voit que ça n'a rien à voir avec l'explication donnée. La question est posée, mais et le rôle d'Evo Morales? Le président élu répond, c'est un grand dirigeant, nous aurons absolument besoin, notamment dans les contacts internationaux, etc. Mais ceci dit, bon, c'est moi qui suis président, et il n'y a vraiment pas de raison de préparer une division. Mais on extrait la petite phrase pour préparer. On est dans une recherche d'alternatives pour contrer ça. Mais le mouvement populaire bolivien ne pourra pas être renversé parce qu'il est très organisé et très formé politiquement. Alors, on parle là de la guerre de l'information. Pourquoi n'a-t-on pas tellement parlé de la Bolivie? Parce que ça va donner courage au peuple qui lutte. Voilà un putsch qui a été fait, le peuple est revenu au pouvoir. De même qu'on ne parle pas de ce qui se passe au Chili de façon sérieuse. La dictature Pinochet avait été renversée, mais l'armée et l'oligarchie étaient restés maîtres du pays et n'a jamais accepté de supprimer la constitution fasciste imposée par Pinochet. Il a fallu 1 an de lutte où on a eu des morts, de lutte populaire pour exiger un référendum pour supprimer cette constitution. Et les luttes menées par le peuple lient la lutte contre cette constitution à l'ultralibéralisme, parce que dans cette constitution, on sabotait les services publics, on dit que c'est le laboratoire de l'ultralibéralisme, on sabotait les services publics, et le combat contre l'ultralibéralisme demandait qu'on fasse tomber la constitution. On ne parle pas de cruauté du gouvernement chilien, on ne cite pas le nombre de morts. On signale qu'il y a un vote, oui, ils vont certainement gagner, mais pourquoi c'est à la Biélorussie que le Parlement européen a donné le prix Sakharov pour soutenir l'opposition et pas au Chili? Parce qu'il s'agit de faire tomber le Bélarus pour pouvoir attaquer la Russie. Dans l'opposition, il y a certainement des gens honnêtes, sincères qui luttent contre des abus, mais il est établi qu'il y a des mouvements d'extrême droite et qui sont financés par l'extérieur. Pourquoi c'est à eux que il y a longtemps moins de morts ou de violences qu'au Chili? Pourquoi c'est à Bélarus que le Parlement européen donne aux opposants du Bélarus que les opposants donnent le prix Sakharov et pas au Chili, l'opposition chilienne? C'est parce que ces prix-là servent de prétexte à la propagande, à la diabolisation de ceux qu'on veut renverser. Pourquoi ne donne-t-on pas aux opposants de Colombie le prix Sakharov?
la répression en Colombie est 1000 fois plus violente, scélérate qu'au Bélarus. Des centaines de dirigeants syndicalistes, paysans, des droits de l'homme sont assassinés, de journalistes sont assassinés. Il y a des manifestations régulièrement contre le gouvernement du Quai. Mais pourquoi ne va-t-on pas donner le prix Sakharov? Parce que la Colombie, c'est le porte-avions des impérialistes pour déstabiliser les pays progressistes de la région, Cuba et Venezuela, etc. Donc on voit que la guerre de l'information, la guerre pour la connaissance, c'est l'élément fondamental, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut être instruit, on peut être de bonne foi. Mais qu'on n'entend que ça. Quand on regarde une série télévisée sur le service public Celia Cruz l'après-midi, et que cette série-là a pour but de détruire la crédibilité de la révolution comment dirais-je, cubaine, on voit l'intensité du combat. Puisqu'on aime Celia Cruz dans l'histoire. Elle lutte ou elle sort de la pauvreté, elle chante bien. Et puis, les barbus arrivent. On prend la maison de sa maman qu'elle a souffert pour construire. Et puis, un chef des barbus qui est amoureux d'elle fait envoyer des soldats pour l'obliger à jouer pour le Tropicana. Une histoire à bracadabote qui ne se fonde pas sur des faits réels, mais une série qui est faite pour laminer les esprits. Je disais donc que même si on est de bonne foi, même si on est instruit, diplômé, quand on reçoit ça matin, midi et soir, dans le subconscient, on se fait des idées et on est assez circonspect vis-à-vis des révolutions des mouvements. Donc c'est cette lutte que nous devons mener. Alors, je ne serai pas plus long, sauf pour vous conseiller de vous reporter à la page Facebook de Jikambout, sur laquelle vous allez voir la vidéo de plusieurs visioconférences qui ont été faites entre les pays d'Amérique du centre, du sud de la Caraïbe et des pays caribéens, où des représentants des mouvements populaires de toutes ces régions-là parlent de leur stratégie, donnent des informations justement sur la Bolivie. Il y a un très beau reportage sur les ressources, etc. Donc je vous invite à aller consulter ça de façon à enrichir notre esprit critique et nous donner la possibilité de choisir de bonnes directions. Voilà pour aujourd'hui les informations que je voulais porter. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que cette vidéo sera mise, si Facebook passe en surveille, sur le compte de Jikambout. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter sur Radio Fréquence Atlantique ces différentes émissions de façon, et puis de vous reporter au journal Jikambout qui est en ligne, parce que sur ce journal, nous avons retranscrit le texte de la vidéo censurée. Voilà, merci de votre attention.